Bonjour, alors dans cet audio, vous allez d'abord trouver une lecture du texte et ensuite une première explication de texte, je dirais d'un niveau facile, qui contient vraiment les choses de base à comprendre sur le texte de la Boétie. Et il faut bien comprendre ce premier niveau de l'explication de texte pour ensuite accéder à la suite de cet audio où là, l'explication de texte est beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise. Donc vous voyez, il y a une sorte de gradation dans l'explication de texte. Donc il faut bien écouter la première explication, prendre des notes, bien s'en imprégner pour ensuite pouvoir accéder à la deuxième version de l'explication de texte, beaucoup plus fouillée et beaucoup plus approfondie. Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire, extrait numéro 2. Mais maintenant j'en viens à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. Celui qui pense que les hallebardes, les gardes et les tours de guet protègent les tyrans se trompe fort, à mon avis. Ils s'en servent plutôt, je crois, pour la forme et comme épouvantail plus qu'ils n'y croient. Les archers barrent bien l'entrée des palais aux moins habiles, à ceux qui n'ont aucun moyen de nuire, mais non aux bien armés qui peuvent tenter quelque entreprise. Certes, il est aisé de compter que parmi les empereurs romains, il y en a bien moins qui échappèrent au danger par le secours de leurs archers, qu'il y en eut de tués par leur propre garde. Ce ne sont pas les bandes de cavaliers, les compagnies de fantassins. En un mot, ce ne sont pas les armes qui défendent le tyran. On ne le croira pas du premier coup, mais pourtant c'est vrai. Ce sont toujours 4 ou 5 hommes qui maintiennent le tyran. 4 ou 5 qui lui tiennent tout le pays en servage. Il en a toujours été ainsi. 5 à 6 ont eu l'oreille du tyran, se sont approchés volontairement de lui ou ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés et de ses vols, les compagnons de ses plaisirs, les complaisants de ses voluptés. Ces 6 dressent si bien leur chef qu'il devient envers la société méchant, non seulement de ses propres méchancetés, mais en plus des leurs. Ces 6 ont 600 hommes qui profitent sous eux, et ils font de ces 600 ce que sont aux tyrans. Ces 600 en tiennent sous eux 6000, qu'ils ont élevés en dignité, auxquels ils font donner soit le gouvernement des provinces, soit les finances publiques, afin qu'ils favorisent leur avarice ou leur cruauté, les mettent en œuvre en temps voulu, et fassent d'ailleurs tant de mal qu'ils ne puissent se maintenir que par leur propre tutelle, ni se soustraire aux lois et aux peines que par leur protection. Grande est la série de ceux qui viennent après cela. Celui qui voudra s'amuser à tirer ce fil verra que ce ne sont pas 6000 hommes, mais des millions qui par cette corde sont liés au tyran. Comme Jupiter qui, selon Homère, se vante d'amener à lui tous les dieux s'il tire sur sa propre chaîne. On va commencer par s'intéresser à la compréhension littérale de ce texte. Donc je vais attirer votre attention sur les différentes parties du texte pour que vous puissiez vous assurer que vous l'avez bien compris. Alors on peut faire ça sous la forme de questions, par exemple, à quoi la Boétie compare-t-il la tyrannie au début du texte ? Alors au début du texte, on voit qu'il la compare à une domination qui repose sur un ressort et sur un secret, c'est-à-dire sur un mécanisme caché. Ce qui permet à la Boétie de dire que la tyrannie ne repose pas sur la seule force militaire. On voit qu'effectivement, la Boétie rejette l'idée selon laquelle les armes protégeraient le tyran. Et pour montrer cette idée, il affirme en substance que les gardes et les archers sont surtout décoratifs, et il va même jusqu'à les traiter d'épouvantail. Alors, vous voyez également que dans le texte, il parle de 4 ou 5 hommes. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les proches du tyran, ce sont ses conseillers, ce sont les complices de ses crimes et aussi les profiteurs de son pouvoir. Et au fond, ce sont eux qui sont à l'origine du maintien de la tyrannie. On peut aussi se demander, en lisant ce texte, comment se forme finalement la chaîne de la servitude, puisque vous voyez, il y a pas mal de chiffres qui sont cités.
Donc on nous parle de 5 à 6 hommes, ensuite on nous parle de 6 hommes et de 600 hommes, de 6000, et puis ensuite de millions d'hommes. Donc ça on peut voir ça comme une sorte de chaîne de la servitude. Et on voit que chaque groupe dépend du supérieur et tire profit du système, jusqu'à ce que finalement tout le peuple se trouve lié au tyran. Donc il y a bien l'idée que les complices du tyran sont ceux qui permettent de maintenir la tyrannie. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils tirent profit du système. Voilà. D'où la comparaison mythologique à la fin du texte, celle de Jupiter qui, selon Homère, se vante d'attirer à lui tous les dieux en tirant sur une chaîne. Donc on veut montrer un peu une image du pouvoir central qui entraîne tous les autres. Alors on va passer maintenant en revue un petit peu, globalement, pour commencer, ce qu'on peut dire de la compréhension de l'ordre de l'interprétation. C'est-à-dire, on va se poser des questions un peu plus fouillées que la compréhension simplement littérale. Alors, on peut se demander ce que la Boétie dénonce finalement à travers cette hiérarchie du pouvoir. Eh bien, on peut supposer qu'il veut dénoncer l'hypocrisie et la lâcheté d'une société où, finalement, chacun va tirer avantage de la tyrannie au lieu de la combattre. On l'a dit il y a quelques minutes, ces 5 ou 6 hommes qui maintiennent le tyran en place, c'est parce qu'ils trouvent leur profit, leur avantage. Alors, c'est comme ça que la tyrannie se maintient. Alors, comment elle se maintient plus précisément, cette tyrannie? On voit qu'elle se maintient pas vraiment par la peur. Parce que ce qui maintient les tyrans, c'est moins la peur d'être tué, abattu, si on essaye de prendre d'assaut l'endroit où le tyran vit. Finalement, il n'y a pas trop de risques. C'est pas ça qui maintient la tyrannie, c'est pas la peur. Mais c'est plutôt la corruption. C'est plutôt les faveurs et les intérêts personnels. Donc c'est un système où chacun profite du mal. Et ça, c'est quelque chose que la Boétie dénonce de manière très claire dans son œuvre. Alors, ce qu'on peut dire un peu pour synthétiser la compréhension du texte, de quoi parle la Boétie? Eh bien, il parle du fondement de la tyrannie. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Eh bien, il veut montrer que la force militaire ne suffit pas. Et il va ainsi commencer par réfuter la croyance en la force armée, montrer que la tyrannie repose sur quelques complices et étendre cette dépendance à tout le peuple, formant ainsi une chaîne de servitude. Alors, on va rentrer maintenant dans l'analyse littéraire détaillée de ce texte. Alors, allons-y pour l'explication. Alors, je vous rappelle qu'une introduction comporte une présentation de l'auteur, une présentation du texte, une problématique et le plan du texte, l'annonce du plan du texte. Je dis bien le plan du texte et non pas le plan du commentaire, puisqu'il s'agit, pour l'oral du baccalauréat, d'une explication linéaire. Alors, Étienne de la Boétie est un auteur humaniste du XVIe siècle qui est proche de Montaigne, auteur des Essais, avec qui il partage la même foi en la raison et en la liberté. Son œuvre majeure, le discours de la servitude volontaire, est écrite vers 1549 alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années. Et dans cette œuvre, il dénonce un mécanisme paradoxal. Tout comme d'ailleurs le titre de la servitude volontaire est un titre paradoxal. Donc il va dénoncer un mécanisme paradoxal, celui de la tyrannie. Qu'on peut formuler ainsi, un seul homme ne peut dominer un peuple entier que parce que ce peuple l'accepte. Donc ça, voilà, pour la partie de présentation du texte, de l'auteur, pardon. Maintenant, j'en viens à la présentation de ce texte en particulier. Dans cet extrait, la Boétie analyse le ressort et le secret de la domination. Il réfute l'idée selon laquelle le pouvoir du tyran repose sur la force armée. Et il met en évidence le mécanisme de la servitude volontaire, à savoir une chaîne de complicité et d'intérêt relie progressivement le tyran à tout le peuple. Alors ensuite, vous pouvez lire le texte, puis énoncer la problématique. Par exemple, il y a plusieurs problématiques possibles, en voici une. Comment la Boétie dévoile-t-il le fonctionnement caché du pouvoir tyrannique et dénonce-t-il la complicité collective qui le soutient? C'est une problématique très simple, elle est basée sur ce qui fait vraiment
l'essence de ce texte, quoi, son contenu principal. Hein. Alors, ensuite, on fait le plan du texte. Donc, on peut dire que le texte suit une progression logique en 3 étapes. C'est-à-dire que la Boétie réfute l'idée que la force protège le tyran. Dans une deuxième partie du texte, il montre que la tyrannie repose sur un petit groupe de complices, pour enfin, dans une troisième partie, élargir cette hiérarchie à tout le peuple, formant une chaîne de servitude infinie. La Boétie commence par réfuter la fausse idée selon laquelle le tyran est protégé par la force. Donc c'est du début du texte jusqu'à tuer par leur propre garde. Le texte s'ouvre sur une formulation métaphorique et solennelle. Mais maintenant, j'en viens à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination. Les termes ressort et secret relèvent du champ lexical du mécanisme et de l'occultation, c'est-à-dire quelque chose qui est caché, qui est mystérieux. C'est-à-dire que, pour lui, le pouvoir est une machine cachée dont il veut révéler le fonctionnement intérieur. Pour ce faire, il emploie un ton didactique et affirmatif. Je cite: « Celui qui pense que les hallebardes, les gardes et les tours de guet protègent les tyrans se trompe fort, à mon avis. » Donc remarquez la formule générale, celui qui pense que se trompe. On a un présent de vérité générale qui donne aux propos de la Boétie une valeur universelle et polémique. Dans cette phrase, il corrige donc une croyance commune grâce à une antithèse. Cette antithèse, c'est la force visible, les armes, les tours de guet, et le véritable ressort de la tyrannie qui, lui, est caché. Alors, dans la suite, la Boétie multiplie les métaphores dévalorisantes, en particulier quand il écrit « pour la forme et comme épouvantail ». Alors, l'image de l'épouvantail, à quoi elle sert ? Eh bien, elle sert à ridiculiser la puissance du tyran. Il est un peu comme une poupée, un mannequin, une poupée de chiffon destinée à effrayer les oiseaux. Et ces armes ne servent qu'à faire illusion. Quel est l'effet produit par cette image de l'épouvantail, cette métaphore ? Eh bien, elle sert à la Boétie à démystifier le pouvoir. C'est-à-dire, ce qui semblait effrayant n'est en réalité qu'un simulacre. Il va appuyer cette démonstration sur une antithèse ironique. Je cite : « Les archers barrent bien l'entrée des palais aux moins habiles, mais non aux bien armés. » Alors, cette antithèse, elle est logique sur le plan grammatical, et elle montre l'inefficacité réelle des gardes, c'est-à-dire qu'ils repoussent les faibles, certes, mais pas les véritables ennemis. Ce qui est peut-être une manière aussi de dire au peuple qu'il pourrait se révéler. On a vu également une référence historique aux empereurs romains qui apporte pour lui donc une preuve, donc c'est un argument de nature historique, argument historique, qui apporte une preuve concrète et exemplaire. Je cite : « Il y en a bien moins qui échappèrent au danger par le secours de leurs archers qu'il y en eut de tués par leur propre garde. » L'antithèse entre échappèrent et tuer renverse la croyance initiale, c'est-à-dire que les gardes censés protéger deviennent des assassins. Alors, quel est l'effet produit par cette antithèse, cette situation totalement paradoxale ? Eh bien, elle permet à la Boétie de montrer que la violence armée est quelque chose d'instable, est quelque chose d'illusoire et que la peur, finalement, ne devrait jamais fonder durablement un pouvoir. Dans la suite du texte, on peut remarquer que le véritable fondement du pouvoir, c'est bien la complicité de quelques hommes. Donc là, vous regarderez bien dans le texte, c'est le passage qui commence par « ce ne sont pas les bandes de cavaliers », etc. Alors, c'est un passage qui s'ouvre sur une négation totale, je cite le texte, « Ce ne sont pas les bandes de cavaliers, les compagnies de fantassins, en un mot, ce ne sont pas les armes qui défendent le tyran. » Remarquez la répétition anaphorique de « ce ne sont pas », qui permet à la Boétie de souligner la rupture radicale avec la croyance précédente selon laquelle les armes seraient le secret d'une tyrannie qui dure. À la suite de cette négation totale et de cette affirmation, de cette répétition anaphorique, on va remarquer cette affirmation paradoxale qui est la suivante. « On ne le croira pas du premier coup, mais pourtant c'est vrai. Ce sont toujours 4 ou 5 hommes qui maintiennent le tyran. » Alors, pourquoi c'est un paradoxe ? Parce que c'est un paradoxe que si peu de personnes arrivent à maintenir une situation aussi énorme et catastrophique que l'est la tyrannie.
Ce paradoxe, il est appuyé par une formule de concession, avec le « pourtant c'est vrai », qui montre bien, vous voyez, que ce texte s'appelle « Discours de la servitude volontaire ». Donc, qui dit discours dit que effectivement, on va retrouver des marques de l'oralité, parce que la Boétie, comme on l'a déjà vu en cours, voilà, il veut s'adresser à nous, aux lecteurs de tout temps. Donc, on va retrouver des marques, ce qu'on appelle des marques du discours, c'est-à-dire des traces du langage oral. Donc, il attire l'attention du lecteur et il va renforcer la dimension persuasive de son discours. La Boétie déploie ensuite une gradation numérique. Donc là, vous regarderez la phrase qui commence par 4 ou 5. Après, il dit 5 à 6, 600, 6000 et puis des millions. Cette progression arithmétique illustre l'extension de la servitude, c'est-à-dire que d'un petit cercle de proches, le pouvoir s'étend en cercle concentrique à toute la société. L'effet est celui d'une métaphore filée de la contagion, c'est-à-dire que la servitude se propage comme une infection politique. La Boétie multiplie alors les appellations dépréciatives, puisqu'il qualifie les complices du tyran de complices de ses cruautés et de ses vols, compagnons de ses plaisirs, complaisants de ses voluptés. Notez également la triple allitération en cas, cruauté, compagnon, complaisant, qui montre, ainsi qu'avec la gradation péjorative, qui montre la corruption morale des courtisans. Ils sont esclaves de leurs propres désirs, mais aussi de ceux du tyran. Le style est rythmé par des symétries syntaxiques et des répétitions. Je cite le texte. Ces 6 ont 600 hommes, ces 600 en tiennent sous eux 6000. Cette construction parallèle, donc parallèle au sens grammatical du terme, illustre visuellement la pyramide hiérarchique du pouvoir. C'est-à-dire que la syntaxe, ici, imite le système d'asservissement en chaîne. Et celui qui est en haut de la pyramide, c'est bien sûr le tyran, et tout en bas, le peuple. Enfin, la Boétie emploie une périphrase ironique. Je cite, « Afin qu'ils favorisent leur avarice ou leur cruauté, les mettent en œuvre en temps voulu. » Le verbe « favoriser » détourne le sens habituellement positif de ce mot, c'est-à-dire qu'il met en lumière la perversion du langage politique. Quel est l'effet produit par cette périphrase ? Eh bien, la tyrannie est vue comme une construction collective, construction donc d'une pyramide, une construction pyramidale, fondée sur l'intérêt, la flatterie, la peur, et elle repose sur la complicité, bien plus que finalement sur la contrainte, contrairement à ce que on pourrait le penser, puisque la Boétie essaye un peu de démanteler les idées reçues. Enfin, dans la troisième partie du texte, on peut remarquer que la Boétie traite de l'extension de la servitude à tout un peuple. Donc là, vous regarderez le passage où il est question d'une chaîne infinie, grande est la série, etc., jusqu'à la fin du texte. Cette dernière partie du texte amplifie le raisonnement par une métaphore filée de la chaîne. Donc je cite, « Grande est la série de ceux qui viennent après cela, ce ne sont pas 6000 hommes, mais des millions qui, par cette corde, sont liés au tyran. » Alors les mots « série »,« corde »,« lié », comme vous le voyez, appartiennent au champ lexical de l'enchaînement. Le peuple tout entier devient donc prisonnier d'un lien invisible, qui est le lien de l'intérêt et de la peur. Le texte se termine par une comparaison mythologique. Je cite, « Comme Jupiter qui, selon Homère, se vante d'amener à lui tous les dieux s'il tire sur sa propre chaîne. » Alors, cette remarque-là est une sorte d'allusion érudite. Érudite, ça veut dire savante, c'est très typique du XVIe siècle, de l'époque de la Renaissance. C'est à la fois une allusion érudite et symbolique parce que Jupiter, c'est le dieu suprême et il incarne ici le tyran absolu. Et sa chaîne représente la dépendance universelle. Donc, en faisant référence à Homère, la Boétie inscrit sa démonstration dans une culture humaniste et donne à son propos finalement une portée universelle. Cette référence mythologique, elle produit également un effet de grandeur ironique, c'est-à-dire que ce que Jupiter revendique par orgueil, eh bien le tyran, lui, le réalise dans le monde réel par la servitude collective. Donc on voit ainsi, grâce à cette référence mythologique, que la Boétie transforme son analyse politique en leçon de morale, c'est-à-dire que qu'est-ce que la tyrannie, finalement? C'est une illusion collective, soutenue par une multitude d'hommes qui, volontairement, s'enchaînent eux-mêmes. En conclusion, on peut dire que dans cet extrait, la Boétie dévoile le mécanisme interne du pouvoir tyrannique.
Ce pouvoir n'est pas fondé sur la peur ou la force, mais sur une chaîne de complicité et d'intérêt qui finit par englober tout un peuple. Grâce à une écriture très construite, on a remarqué, on a parlé des antithèses, gradations, métaphores, références mythologiques, la Boétie transforme un raisonnement politique en démonstration morale et philosophique. Le texte invite ainsi le lecteur à prendre conscience du pouvoir qu'il a de se libérer. Finalement, il suffit de refuser d'obéir au tyran pour se libérer, et c'est là tout le sens du titre du discours de la servitude volontaire. Voici maintenant une deuxième version de l'explication de texte qui est beaucoup plus fouillée, beaucoup plus approfondie. Alors, je vais commencer bien sûr par l'introduction et par présenter l'auteur et un peu aussi le contexte humaniste. Étienne de la Boétie est né à Sarlat, en Dordogne, le 1er novembre 1530 et il est décédé à Germignon, qui est une commune de Gironde, le 18 août 1563. Il a été orphelin depuis l'âge de 10 ans, mais grâce à son oncle, il a reçu une éducation tout à fait soignée, une éducation très classique, où il a beaucoup appris le latin et le grec. En septembre 1553, il a obtenu sa licence de droit à Orléans, puis il a été reçu conseiller au Parlement de Bordeaux en mai 1554. La Boétie siégera à ce Parlement jusqu'à son décès. Plus précisément, il siégera à la première chambre des enquêtes. C'est un écrivain qui est célèbre pour son amitié très forte avec un autre écrivain, Montaigne, qui a tout fait pour immortaliser son œuvre lorsque la Boétie est décédée très jeune d'une dysenterie. D'ailleurs, la Boétie avait légué tous ses manuscrits à Montaigne, et c'était pour lui une charge vraiment délicate à assumer. On sait par exemple qu'à cette époque très marquée par les conflits sanglants entre catholiques et protestants, eh bien ces derniers s'étaient emparés du discours de la servitude volontaire, pour en faire, après les massacres de la Saint-Barthélemy, un appel à l'insoumission contre l'autorité jugée tyrannique du roi. Homme de loi et humaniste du XVIe siècle, la Boétie s'inscrit vraiment dans la mouvance intellectuelle de la Renaissance, époque nourrie par la redécouverte des auteurs antiques et par les réflexions sur la dignité de l'homme. Le discours de la servitude volontaire est une œuvre qui interroge le paradoxe central de l'obéissance politique. Pourquoi les hommes acceptent-ils de se soumettre à un seul ? Comment le pouvoir d'un seul homme peut-il se maintenir sans recours constant à la force ? Ce paradoxe se reflète dès le titre, la servitude volontaire. Comment en effet une servitude peut-elle être volontaire ? Sous la forme d'un traité politique, le discours de la servitude volontaire relève d'une profonde réflexion morale et anthropologique. C'est-à-dire que pour la Boétie, il ne s'agit pas seulement de condamner la tyrannie, mais de dévoiler les ressorts de la complicité humaine qui la rend possible, qui rendent possible cette tyrannie. Je vais maintenant présenter le passage que nous étudions. L'extrait proposé se situe au cœur du discours de la servitude volontaire, au moment où la Boétie entreprend d'analyser le ressort et le secret de la domination politique et tyrannique. Après avoir montré que le tyran ne tient pas son pouvoir de la seule force armée, il en dévoile la mécanique cachée, à savoir une structure pyramidale de dépendance, fondée sur l'intérêt, la flatterie et la peur. L'extrait qu'on étudie, il montre vraiment cette structure pyramidale. Et c'est donc un extrait qui est très très important pour comprendre l'œuvre. Voilà. Alors ce texte constitue aussi une analyse vraiment profonde du pouvoir et on verra comment la rhétorique soutient la démonstration de l'auteur. La problématique qui nous guidera pour l'étude de ce texte est la suivante. Comment la Boétie parvient-il à désacraliser le pouvoir du tyran et à dénoncer la complicité collective qui le soutient ? L'extrait que nous étudions s'articule en 3 mouvements. Donc là, je fais le plan du texte. Premier mouvement, la réfutation de l'illusion de la force militaire. Deuxième partie du texte, la révélation du véritable fondement du pouvoir, c'est-à-dire la chaîne hiérarchique des complices. Et donc là, on est vraiment dans la structure pyramidale. Troisième point,
l'élargissement du phénomène à l'échelle du peuple tout entier, où on va retrouver la métaphore finale de la chaîne universelle, jusqu'à la comparaison avec Jupiter. Alors notre texte s'ouvre sur, donc là j'entre vraiment dans l'analyse du texte, notre texte s'ouvre sur une annonce programmatique. La Boétie écrit « Mais maintenant j'en viens à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination. » L'expression métaphorique de ressort et secret associe le vocabulaire du mécanisme et celui du mystère. Mécanisme à cause du terme ressort, bien sûr. Et celui du mystère, installant la Boétie en analyste et en démystificateur. Il prétend révéler le fonctionnement caché d'une machine politique. Le syntagme binaire, le soutien et le fondement, reprend en double apposition l'idée de base structurelle, à savoir que la Boétie entend vraiment mener une analyse très rigoureuse, vraiment finement menée, avant d'arriver vers la polémique. Alors, j'emploie un vocabulaire de l'analyse littéraire que vous ne maîtrisez pas forcément, donc je vous invite vraiment à vous faire un répertoire. Quand vous entendez des mots que vous ne connaissez pas, alors je donne souvent la définition, mais n'hésitez pas à compléter ces définitions avec un dictionnaire, tout simplement. Vous cherchez sur Internet dictionnaire du CNRS, qui est vraiment le meilleur dictionnaire. Donc vous pourrez chercher par exemple syntagme. Donc vous allez voir que syntagme, c'est une expression linguistique qui renvoie à un groupe de mots. Donc là, le syntagme en question, c'est le soutien et le fondement. Pourquoi binaire ? Tout simplement parce qu'il y a deux mots en fait, et donc ça donne un certain rythme à la phrase. Je continue l'analyse. Suite alors une formule assertive, c'est-à-dire affirmative, et polémique. Je cite « Celui qui pense que les hallebardes, les gardes et les tours de guet protègent les tyrans se trompe fort à mon avis. » Le présent de vérité générale et la syntaxe... Alors, présent de vérité générale. Là, il y a deux présents dans cette phrase. Celui qui pense et ensuite on a protège. Alors, c'est un présent de vérité générale parce que c'est un peu formulé comme un proverbe. Celui qui pense que nanana, voilà, c'est un peu formulé comme un proverbe. C'est un peu comme s'il disait, voilà, de tout temps, toujours, les hommes ont pensé que les hallebardes, etc. C'est pour ça qu'on parle de présent de vérité générale. Ça ne veut pas dire que dans ce texte, tous les présents, ce sont des présents de vérité générale. Il y a aussi des présents qui sont des présents de l'énonciation, c'est-à-dire des présents du moment où on parle. Alors là, les explications que je donne, bien sûr, vous n'allez pas expliquer ça à votre examinateur. C'est moi qui précise tout ça pour que vous compreniez bien les choses. Donc le présent de vérité générale. Et la syntaxe équilibrée de cette phrase, équilibrée pourquoi ? Parce qu'on a ce rythme, les hallebardes, les gares et les tours de guet, oppose l'opinion commune. Donc l'opinion commune, c'est tout le monde pense que l'armée protège les tyrans. Donc oppose cette opinion commune, donc il pense que voilà, le tyran est bien protégé, à la raison individuelle de l'écrivain qui, lui, entend démanteler cette idée commune. En outre, l'énumération ternaire, hallebarde, garde, tour de guet, met sous les yeux du lecteur toute la garde rapprochée du tyran, en même temps qu'elle symbolise la coercition. Alors, quand je dis que ça met sous les yeux du lecteur, ça veut dire que quand on lit ces termes-là, hallebarde, garde, tour de guet, ça, on imagine un peu les choses, quoi. On imagine toute cette force armée qui est censée protéger le tyran. Voilà, donc, et elle symbolise aussi la coercition. La coercition, c'est un terme qui est synonyme de contrainte, en fait. Alors, mais la multiplication donc de ces termes, hallebarde, garde, tour rapproché, ça annonce déjà aussi leur vaine redondance. Ils multiplient les termes. D'accord, il y a des hallebardes, des gardes, des tours de guet, mais tout ça, c'est vain. Vain, ça veut dire que ça ne mène à rien. Donc, on a une énumération lourde qui veut montrer un petit peu tout l'arsenal qui protège la tyrannie, mais ça va permettre à la Boétie de montrer à quel point cet arsenal qui semble lourd, imparable, en vérité ne sert à rien. Et pour montrer qu'il sert à rien, la Boétie va utiliser l'ironie. Donc on va voir que l'ironie s'installe dès la phrase suivante. Voilà. Il s'en sert plutôt, je crois, pour la forme et comme épouvantail. Donc tout cet arsenal de garde qui protège le tyran, pour lui, c'est juste quelque chose de simplement formel, c'est juste un épouvantail. Qu'est-ce qu'un épouvantail ? C'est une espèce de
de figures, de poupées, de mannequins là qu'on peut trouver dans les champs pour éloigner les oiseaux, pour pas qu'ils viennent détruire les cultures, ce qui était entre parenthèses un moyen écologique de protéger les plantations des oiseaux en tout cas qui venaient tout détruire. Hein, donc un épouvantail, c'est pas beau quoi, c'est un truc... c'est difficile à décrire. Vous chercherez sur Google si vous voyez pas à quoi ça ressemble un épouvantail. Ça ressemble à un être humain. C'est une sorte de mannequin avec un chapeau, des vieilles vestes. C'est pas beau à voir. C'est fait pour effrayer les oiseaux, quoi. Hein, donc, en tout cas, ça a des connotations de quelque chose de négatif, quoi, de repoussant, de presque méprisant, en fait. Hein. Et donc, cette métaphore de l'épouvantail, elle est centrale. Si le tyran est protégé par des gardes qui sont des épouvantails, alors le tyran lui-même devient une marionnette de pouvoir, c'est-à-dire que son autorité, elle n'a finalement de consistance, c'est-à-dire de solidité que dans l'imaginaire de ceux qui le craignent. Donc ce mot concret, trivial, d'épouvantail, issu du champ agricole, champ au sens de thématique cette fois, hein, puis le champ au sens propre aussi, rabaisse la majesté politique. Hein, c'est ça qui veut faire la Boétie. Rabaisser la majesté politique, montrer que le tyran, il ne vaut rien, et que tous ceux qui l'entourent, c'est de la pacotille en fait. Hein. Donc ce tyran n'est qu'un simulacre, c'est-à-dire c'est une sorte de pantin qui est destiné finalement à effrayer les naïfs. Si vous avez peur du tyran, c'est que vous êtes un naïf. Voilà ce que dit la Boétie. Alors, dans la phrase suivante, la Boétie poursuit sa stratégie de renversement. Pourquoi renversement ? Parce que, voilà, je vous rappelle qu'il parle de cette idée commune qui dit qu'on a peur des tyrans parce qu'ils sont armés, parce qu'ils sont protégés par des gens armés, etc. Et pour lui, c'est faux. Voilà ce qu'il écrit ensuite. Les archers barrent bien l'entrée des palais aux moins habiles, mais non aux bien armés. Ça veut dire que tous ceux qui gardent les palais des tyrans, ils arrivent à faire obstacle aux gens faibles qui éventuellement voudraient accéder au palais pour mettre fin à la tyrannie. Mais si on est bien armé, on va réussir à vaincre le tyran. Donc on a vraiment une antithèse ici, hein, qui est structurée par le mais non aux bien armés. Antithèse entre les gens moins habiles et ceux qui sont bien armés. Hein. Et donc cette antithèse, qu'est-ce qu'elle fait ? Hein, à chaque fois que vous repérez un procédé de style, vous devez l'analyser. À quoi sert ce procédé de style dans le texte ? Eh bien, ce procédé de style sert à souligner l'inefficacité réelle des gardes. C'est-à-dire que la force apparente, finalement, hein, ne protège que des faibles. Là, vous voyez encore à quel point la Boétie use de l'antithèse pour donner à son propos une vraie force pour le coup. Hein. Donc la force armée ne protège que des faibles. Donc on a un lexique de la violence, archer, bien armé, entreprise. Entreprise, c'est le fait d'entreprendre quelque chose. Et ce lexique, il est contrebalancé par une syntaxe très claire et très didactique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une syntaxe claire et didactique, ça veut dire que les phrases de la Boétie sont parfaitement structurées. Hein, pour montrer quoi ? Pour montrer que la logique doit triompher d'une crainte qui est mal placée. Hein. La logique de la grammaire de la phrase va montrer que la logique peut triompher d'une crainte mal placée. Cette crainte mal placée, c'est qu'on a tort de craindre les tyrans. Enfin, on a aussi une référence historique aux empereurs romains qui, alors, cette référence va fonctionner comme un argument d'autorité. Je cite la Boétie. Il écrit « Il y en a bien moins qui échappèrent au danger qu'il y en eut de tués par leur propre garde. » Voilà, ça signifie quoi cette phrase ? Ça signifie qu'il y a eu des empereurs romains qui n'ont pas été tués par des gens de la foule qui voulaient se rebeller, mais qui ont été tués par leur propre garde. Et donc, en utilisant cet argument historique, la Boétie transforme l'histoire en preuve expérimentale presque, hein. C'est-à-dire par leur propre garde. C'est une expression qui vient en position finale, un peu comme un coup de théâtre rhétorique. Par qui ils ont été tués ? Par leur propre garde, quoi. Voilà. Il veut montrer que c'est quand même quelque chose d'incroyable, que ces tyrans se croient protégés par des gardes, mais finalement, ils peuvent être tués par leur propre garde. Donc là, on a vraiment un contexte très, très paradoxal, une tournure même paradoxale, qui inverse la logique du pouvoir, c'est-à-dire que les instruments de la sécurité du tyran deviennent les agents de sa mort.
On a ainsi un passage du texte qui culmine dans une démystification radicale, c'est-à-dire que la force prétendument protectrice est en fait une véritable fiction politique. Démystification, démystifier, ça veut dire déconstruire. C'est ce que veut faire la Boétie. Il veut déconstruire le fait que nous, on croit toujours que les tyrans qui nous soumettent à leurs 4 volontés sont puissants. Lui, il veut nous montrer que non, ils ne sont pas puissants. C'est nous-mêmes qui les rendons puissants, ne pas oublier ça. Dans la suite du texte, on peut étudier qu'il y a une véritable mécanique de la tyrannie. Et donc, il va vraiment nous expliquer comment elle fonctionne, cette tyrannie. Et on va retrouver ce dont je parlais en introduction sur cette histoire de pyramide. Pyramide qui est basée sur une sorte de chaîne des complices. En effet, à la force succède la complicité. Alors, la Boétie utilise une anaphore négative pour introduire cette mécanique. Il écrit « Ce ne sont pas les bandes de cavaliers, ce ne sont pas les armes qui défendent le tyran. » Vous voyez la répétition de la structure syntaxique « Ce ne sont pas ». Répétition de structure syntaxique qui est ensuite renforcée par, je cite, « en un mot ». L'expression « en un mot ». Elle est intéressante, l'expression « en un mot », parce qu'elle rappelle, et ça je l'ai dit dans l'audio qui précède celui-ci pour l'explication de texte, en un mot, c'est une expression qui renforce le fait que la Boétie a écrit un discours. Et quand même un discours, c'est un texte qui est fait pour être dit, pour être parlé. Donc c'est un texte, le discours de la servitude volontaire, qui contient des marques de l'oralité. Les marques de l'oralité, ce sont des expressions que l'on utilise dans un discours oral pour bien montrer qu'on s'adresse à un auditeur, qu'on le prend en compte, cet auditeur, qu'on s'adresse à lui de manière directe. Donc c'est important de repérer ces marques de l'oralité à chaque fois qu'on les voit dans le texte, parce que elles donnent de la force à son propos en fait. Et ça va aussi accentuer les idées de la Boétie, bien sûr, de manière plus générale. Ensuite, alors je continue l'analyse du texte, vient le paradoxe fondateur. Je cite « On ne le croira pas du premier coup, mais pourtant c'est vrai. Ce sont toujours 4 ou 5 hommes qui maintiennent le tyran. » Alors, ici, la Boétie recourt à une figure de style qu'on appelle une prolepse. La prolepse, on la voit dans cette phrase qui, elle aussi, relève du discours et de l'oralité, qui est « on ne le croira pas ». Alors, qu'est-ce qu'une prolepse ? Une prolepse, c'est une figure de style qui sert à marquer qu'on anticipe sur les objections que l'on pourrait nous faire. Donc, cette prolepse, elle sert à anticiper quoi ? L'étonnement du lecteur, c'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas croire qu'un tyran il est bien en place simplement à cause de 4 ou 5 hommes. On imagine que si un tyran est en place, il y a un arsenal énorme qui lui permette de tyranniser tout le monde. Donc voilà, il écrit, je répète, on ne le croira pas du premier coup, mais pourtant c'est vrai, c'est vrai. Ce sont toujours 4 ou 5 hommes qui maintiennent le tyran. Voilà. Donc retenez bien qu'une prolepse est une figure de style qui sert à marquer, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on anticipe sur des objections qu'on pourrait nous faire. Dans la suite du texte, on remarque un parallélisme entre la brièveté de la phrase et la modestie du chiffre. 4 ou 5 hommes, c'est ça la modestie du chiffre, un chiffre petit si vous voulez, qui sert à accentuer la disproportion, encore une fois, entre le petit nombre d'hommes qui maintiennent le tyran et l'immensité du pouvoir, l'immensité des conséquences de la tyrannie. Et tout ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte comme extrait numéro 2, parce que dans ce texte-là, on voit bien sur quoi repose la servitude volontaire, sur quoi repose le pouvoir mis en place. Suit ensuite dans notre texte une gradation numérique. Alors, je cite, 5 à 6 ont eu l'oreille du tyran. Ces 6 ont 600 hommes. Ces 600 hommes en tiennent sous eux 6000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 5 à 6 ont eu l'oreille du tyran? Ça veut dire, il lui parle et le tyran les écoute, tout simplement. Voilà. Alors, cette structure en chaîne, 5 à 6, 6 ont 600, 600 en tiennent sous eux 6000, etc. Je crois que j'ai dit millions tout à l'heure, là c'est 1000. Donc on a ici une structure en chaîne qui essaye de traduire visuellement la diffusion du mal politique. C'est-à-dire comment le mal politique se diffuse. Et ce nombre croissant
il évoque une sorte de contamination, le mot est important hein, dans l'analyse, une contamination, c'est-à-dire de proche en proche, la servitude s'étend comme une infection morale, un peu comme une infection dans le corps, qu'on peut avoir, une maladie qui va toucher tous les organes, quoi, et qui se contamine aussi les uns aux autres, comme une mauvaise grippe, mais en plus grave. Donc là, on a un procédé qui est intéressant dans cette gradation, hein. Donc 5 à 6, 6 à 600, 600, 6000, etc., etc. Donc, on peut qualifier un petit peu ce procédé et dire que ça relève d'une rhétorique de la multiplication. Alors, j'attire votre attention sur le terme de rhétorique que j'ai déjà employé en cours, hein. Le terme de rhétorique, bon, il va désigner déjà la liste des figures de style. La rhétorique, c'est la liste des figures de style, des procédés d'écriture. Mais quand on dit dans un texte que, par exemple, là, ici, qu'il relève de la rhétorique de la multiplication, on va utiliser le terme de rhétorique ici pour dire que, voilà, c'est une sorte de manière d'écrire, de style, quoi, voilà, c'est un petit peu ça, hein. Si on dit le procédé relève de la rhétorique de la multiplication, ça veut dire que la Boétie veut multiplier comme ça... c'est pas facile à expliquer, hein, mais il veut multiplier, il veut montrer que que le pouvoir s'étend vraiment de manière exponentielle, hein, et donc il veut montrer qu'à la figure du corps politique hiérarchisé correspond un corps parasitaire. Vous voyez, l'expression, on peut jouer sur les mots, nous aussi, il n'y a pas que la Boétie qui a le droit de le faire, hein. Et un corps politique, et ce corps devient finalement un corps parasitaire, où chaque membre va corrompre celui qu'il domine. Dans la suite du texte, on peut lire le portrait moral des courtisans. Portrait moral des courtisans, c'est un grand thème littéraire, hein. On va trouver ça après aussi au XVIIe siècle, donc après la Boétie, chez La Fontaine, chez Molière, etc. Donc ce portrait moral des courtisans, donc je cite le texte. « Complice de ses cruautés et de ses vols, compagnon de ses plaisirs, complaisant de ses voluptés, » Donc là, on voit des courtisans qui sont qualifiés vraiment avec des appellations dégradantes, hein, cruauté, vol, la complaisance aussi, avec une allitération en K. Bon, c'est pas de la poésie, hein, mais quand on peut relever des allitérations, on peut le faire. Je vous rappelle qu'une allitération avec 2 L, n'oubliez pas, c'est la répétition d'un son consonantique. Complice, cruauté, compagnon, complaisant, voilà. L'allitération, elle sert à mettre en valeur les idées de l'auteur et la cadence de la phrase. Ça donne une sorte de rythme un petit peu obsédant. Donc voilà, la Boétie va user d'une accumulation, hein. Cette accumulation, c'est cruauté, vol, plaisir, volupté. Et cette accumulation avec l'allitération précédemment citée, elle illustre l'amollissement moral et la corruption sensuelle du pouvoir. Donc le manque de moralité d'un pouvoir corrompu. Voilà, déjà à son époque, hein, on dénonçait la corruption du pouvoir et l'absence de moralité dans la vie politique, qui sont bien sûr des thèmes qu'on retrouve aujourd'hui. C'est pour ça aussi que ce texte est au programme, parce qu'il permet vraiment de réfléchir au monde d'aujourd'hui. C'est ça qui fait tout son intérêt. Dans la suite du texte, le verbe dresser va introduire une inversion hiérarchique. Ces 6 dressent si bien leur chef. Pourquoi inversion hiérarchique? Parce que là, on voit que ce ne sont plus les sujets qui obéissent, mais les proches du tyran qui dressent celui-ci, qui l'éduquent dans le vice, on peut dire, hein. Et donc, on a aussi, avec le verbe dresser, un mot qui a une connotation animale, qui va souligner un peu on pourrait dire la bestialisation réciproque du maître et de ses serviteurs. Donc toujours un lexique très péjoratif pour parler du tyran et de tous ceux qui l'entourent. La phrase suivante déploie une progression syntaxique complexe qui donne à la phrase la tonalité d'un traité de politique perverse. Voilà, il va juger que la politique, elle est perverse. Perverse, ça veut dire que l'on détourne de ses objectifs. Ça veut dire ça. Alors, je cite, « Afin qu'ils favorisent leur avarice ou leur cruauté, les mettent en œuvre en temps voulu, etc. » Donc, tout se passe ici comme si la tyrannie avait ses lois internes.
Et par la juxtaposition rapide des verbes, favorise, mettre en œuvre, fasse, et puis aussi les verbes à l'infinitif, se maintenir, se soustraire, on voit qu'avec l'usage de ces verbes, la Boétie construit une machine syntaxique totalement implacable qui montre l'engrenage de la domination. Et donc c'est ce second mouvement du texte qui aboutit à une théorie de la servitude intériorisée, c'est-à-dire que finalement le pouvoir n'a pas besoin d'être imposé de l'extérieur, il se reproduit par imitation, par intérêt et peur, d'où l'image de tout à l'heure, vous vous souvenez de la maladie. Enfin, on arrive à la troisième partie du texte, où on va on va retrouver plutôt la métaphore de la chaîne universelle. Alors, le dernier paragraphe de cet extrait élargit un peu la perspective. La Boétie écrit « Grande est la série de ceux qui viennent après cela ». Alors, notez l'adjectif initial en position de thème. Le thème, c'est ce dont on parle. Donc, grande est la série de ceux qui viennent après cela. Cet adjectif initial, en tête de phrase, confère au propos de la Boétie. Alors, conférer, ça veut dire donne. Donne au propos. Voilà, il faut enrichir vraiment votre vocabulaire. Confère au propos de la Boétie une ampleur presque épique. Épique, c'est un terme qu'on utilise depuis l'épopée d'Homère pour dire un peu héroïque. Bien sûr qu'il n'y a rien d'héroïque. C'est totalement ironique. Mais voilà, c'est un style un peu épique. La syntaxe ensuite, la syntaxe c'est la grammaire, la structure de la phrase, accumulative et le champ lexical de la continuité. Ce champ lexical de la continuité, on le retrouve à travers les mots série, l'expression ceux qui viennent après, avec aussi l'expression tirer ce fil. Et bien tout cela inscrit la servitude dans une logique infinie et ininterrompue. Voilà. Il veut vraiment nous montrer que la servitude volontaire, c'est un mécanisme qui finalement est infini et ininterrompu, qui ne s'arrête pas parce que les gens ne font rien pour l'arrêter au final, bien sûr. À la suite de quoi, la Boétie va introduire la métaphore de la corde et de la chaîne. Je cite le texte. « Ce ne sont pas 6000 hommes, mais des millions qui, par cette corde, sont liés au tyran. » Donc cette corde, c'est le système pyramidal, l'établissement de la tyrannie, la contamination de la tyrannie, en fait. Donc on a une image, vous voyez, à la fois d'inspiration mécanique, c'est-à-dire que la tyrannie est un mécanisme logique, mais aussi organique. Et tout ça, ça condense l'idée de dépendance et d'asservissement des populations. Vous pouvez aussi remarquer la gradation entre les deux propositions. Ce ne sont pas 6000, mais des millions qui créent un effet de soudaineté et puis aussi une révélation vertigineuse de la masse enchaînée. C'est-à-dire que ce sont des millions de gens qui sont enchaînés à cause d'une poignée, d'une poignée autour du tyran. Et enfin, à la fin du texte, on a cette allusion mythologique à Jupiter, donc allusion qui clôt le texte. Je cite: « Comme Jupiter qui, selon Homère, se vante d'amener à lui tous les dieux s'il tire sur sa propre chaîne. » Alors, la référence à Homère, elle est intéressante déjà parce que Homère, auteur de l'Antiquité grecque, c'est une figure tutélaire, donc importante, de la culture humaniste. Dans la culture humaniste, on s'intéressait beaucoup aux auteurs de l'Antiquité et en même temps, on voulait vraiment renouveler la littérature française, la langue française. Et il y a vraiment ce double objectif dans la culture humaniste. On en reparlera largement en cours de tout ça. Donc cette figure d'Homère, elle va donner à la réflexion de la Boétie une portée universelle. Mais on voit que, en fait, dans cette référence à Homère, la Boétie détourne la grandeur mythique du dieu Jupiter en ironie. C'est-à-dire que le dieu des cieux, le dieu des dieux, devient finalement le modèle grotesque du tyran humain. Et l'orgueil humain, ici, il est mis sur le même plan que la vanité politique. Je vous rappelle que le terme de vanité, ça veut dire que ça ne mène à rien. Quand quelque chose est vain, c'est que ça ne mène à rien. Donc la vanité politique, ça désigne une politique qui ne mène à rien. Donc dans cette référence un peu au dieu, on voit que la chaîne céleste devient le symbole de l'aliénation terrestre. On a donc une référence mythologique qui, par sa dimension hyperbolique et par le transfert aussi ironique de la métaphore religieuse aux politiques,
va parachever la désacralisation du pouvoir. Alors, dans cette phrase qui a l'air un petit peu complexe, il y a pas mal de mots qu'il faut bien maîtriser. Désacralisation, ça veut dire qu'on va démystifier, c'est aussi un mot que j'ai désacralisé, démystifier sont des mots importants, ça veut dire qu'on va enlever le caractère sacré au pouvoir politique pour montrer qu'en fait il ne vaut rien du tout. Il ne vaut que par l'adhésion des gens qui se laissent faire. Alors, j'ai parlé aussi de dimension hyperbolique. Je vous rappelle qu'une hyperbole, c'est une figure stylistique d'exagération. Donc là, c'est une référence mythologique et une dimension hyperbolique parce que c'est quelque chose d'énorme que ce dieu Jupiter. Alors, en conclusion, on peut dire que ce passage du discours de la servitude volontaire condense, c'est-à-dire résume, contient en fait, toute la puissance argumentative et même stylistique de la Boétie. Par une rhétorique de la démystification, l'auteur déconstruit la représentation du pouvoir comme force transcendante pour la ramener à un mécanisme humain fondé sur l'intérêt et la peur. Donc j'espère que vous comprenez tout ça, je reformule, je réexplique tout ça, c'est-à-dire que dans le discours de la servitude volontaire et en particulier dans ce texte que nous étudions, il y a toute une série de procédés rhétoriques qui visent à démystifier le pouvoir tyrannique et aussi à déconstruire la représentation que nous, lecteurs, nous pouvons avoir de ce pouvoir. Ce pouvoir qui nous semble être une force immense, donc j'ai appelé ça une force transcendante, mais non, il nous dit c'est pas une force transcendante, attention, c'est juste un mécanisme humain qui est fondé sur l'intérêt et la peur. Je continue ma conclusion. La structure logique du texte, appuyée sur les figures de l'antithèse, de la gradation, des métaphores, des allusions érudites aussi, construit une démonstration à la fois rationnelle et imagée, où l'argumentation politique rejoint la méditation morale. Enfin, méditation morale ou en tout cas réflexion morale. Alors, vous voyez, en conclusion, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vous devez un peu reprendre les choses importantes que vous avez dites et puis faire référence aussi aux figures de style que vous avez pu relever. Pour terminer cette conclusion, on peut dire que le discours s'impose comme un manifeste précoce de la pensée moderne. Donc là, on est dans une ouverture à la fin de la conclusion. Il ne s'agit plus de dénoncer la tyrannie au nom du droit divin, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai que le tyran tient son pouvoir de Dieu, mais de comprendre comment, c'est ça qui l'intéresse, comment les hommes fabriquent eux-mêmes leur esclavage. La Boétie fonde ici une anthropologie du consentement, dont la lucidité demeure d'une étonnante actualité aujourd'hui. Alors, l'anthropologie, c'est la science qui étudie les manières de vivre des êtres humains, leurs habitudes, leurs coutumes. Et donc, on peut parler d'anthropologie du consentement pour dire que les hommes ont pris l'habitude de consentir à un pouvoir tyrannique sans jamais le remettre en question. Donc voilà. Voilà pour l'explication du texte d'aujourd'hui.